Bonjour à tous, aujourd'hui un cours dédié sur la marche générale des opérations dédiée au secours routier. Alors on a vu dans le cours précédent la marche générale des opérations pour les interventions type incendie. Aujourd'hui on va voir celle pour le secours routier, on va voir qu'elle est quand même très particulière. Tout d'abord quelques généralités. Alors pourquoi une MGO en secours routier? Donc exactement comme la MGO incendie, la MGO SR, ça va être une série de phases s'enchaînant chronologiquement, bon, quand on peut, parfois simultanément, mais souvent de façon complémentaire. Elle permet de mener à bien et dans les meilleures conditions une intervention de type secours routier, et ce, pour protéger les sapeurs-pompiers, les intervenants de l'intervention, mais aussi la victime. Elle sera mise en place par les différents types de véhicules, c'est-à-dire le VSAV, le VSR, le FPT, etc. Donc tout pompier se doit de connaître la MGO SR, même si il n'est pas forcément dans un engin secours routier. Voilà. Un équipier dans un VSAV doit connaître la MGO SR parce qu'il peut faire des interventions type secours routier. Or, je voudrais tout d'abord aborder un concept important en secours routier qui est la Golden Hour, l'heure dorée en français. C'est une notion très importante parce que c'est ce qui va conditionner nos décisions pendant toute la durée de l'intervention. Alors la Golden Hour, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que souvent les victimes de secours routier vont être traumatisées multiples, polytraumatisées, etc., avoir peut-être des lésions internes, et leur prise en charge doit être extrêmement rapide dans un hôpital pour leur donner le maximum de chances de survie. Donc, pour se rapprocher de cette notion d'heure dorée, c'est-à-dire on va se rapprocher, si possible, d'une heure entre le délai de l'accident et la prise en charge dans un hôpital. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite. Si on regarde ce petit chronomètre, et ben le premier quart d'heure ou les premières 20 minutes, elles sont dédiées à ce qui s'est passé entre le moment où l'accident s'est produit, qu'un témoin a détecté l'accident, que les secours ont été appelés, que les sapeurs-pompiers se rendent, s'équipent, se mettent dans leurs engins et se rendent sur les lieux de l'intervention. Donc voilà, toutes ces choses-là, on estime que ça prend entre 15 et 20 minutes. Donc on voit déjà qu'on a un tiers de notre heure qui a été consommée et qui n'est pas compressible, à moins que l'intervention se situe juste devant la caserne. Mais voilà, c'est déjà 20 minutes où on peut rien faire. Ensuite, les 20 dernières minutes vont être dédiées aussi, le dernier tiers-temps, va être dédié au transport de la victime vers un hôpital. Généralement, on estime que voilà, 15-20 minutes, pareil, ça va dépendre, si l'intervention, si l'accident se situe devant l'hôpital, on a beaucoup de chance. Et donc on voit que sur cette Golden Hour, le dernier tiers, qui est de l'ordre de 20 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins en fonction des situations, va être dédié à l'intervention sapeur-pompier en elle-même, c'est-à-dire à la désincarcération et à l'extraction de la victime. Donc on voit que finalement il ne reste pas beaucoup de temps pour extraire une victime. Parlons des différents niveaux d'incarcération. Alors vous avez tous entendu parler du terme incarcéré, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a plusieurs niveaux en fonction de comment va être la victime au moment où on va arriver sur le lieu de l'intervention. Comme je viens de vous le dire, il se passe entre 15 et 20 minutes entre le moment où les sapeurs-pompiers sont déclenchés et le moment où on arrive sur les lieux. Donc en ces 15-20 minutes, beaucoup de choses ont eu le temps de se passer. Voilà, la victime, si par exemple pendant 15 minutes, elle va pas attendre dans sa voiture. À moins que quelqu'un lui ait dit ou qu'elle le sache, voilà, intuitivement, pendant 15 minutes, si elle peut, elle va sortir de sa voiture. Donc ça va nous donner une première indication sur les blessures qu'elle peut avoir. Voilà, si elle est sortie de sa voiture, ça veut dire qu'elle n'a peut-être pas de fracture grave qui l'empêche de bouger. Ensuite, on a la victime considérée comme piégée. C'est une victime qui ne peut pas sortir seule de son véhicule, soit à cause de ses blessures, elle a une fracture qui lui fait mal, elle ne peut pas se déplacer, ou à cause de la déformation de la structure du véhicule. Par exemple, la portière a été enfoncée et le mécanisme d'ouverture ne fonctionne plus. Voilà. Ou elle ne peut pas retirer sa ceinture ou autre. Voilà. Ça nous donne un autre
une autre indication sur la gravité. On a en troisième point une victime incarcérée. Alors là, le terme incarcéré, pour nous, sapeurs-pompiers, c'est vraiment quand il y a la présence d'un élément intrusif ou compressif de la structure sur la victime. On peut résumer ça en disant que la chair et le métal ne font qu'un. Voilà, ça c'est une victime incarcérée. Donc ça nous donne encore un niveau d'indication supplémentaire sur la gravité de ces blessures. Et dernier, la victime qui aura potentiellement le cas le plus défavorable, c'est la victime éjectée, soit parce qu'il y a eu défaillance de la ceinture, soit parce qu'elle ne l'avait pas, etc. Donc éjectée de la voiture. On a aussi ça dans le cadre des piétons. Mais je vous laisse regarder le cours sur la biomécanique des AVP pour comprendre un peu plus. Donc la MGO-SR, à proprement parler, elle peut être résumée en 5 phases. Ces 5 phases qui se retiennent avec le moyen mnémotechnique 5S, qui correspondent aux 5 S qui démarrent chaque phase. Sécurisation du site, sécurisation du véhicule, secours à personne, sécurisation des techniques de désincarcération et sortie de la victime. Donc vous allez voir que on va passer en revue les 5 phases. Il y a certaines notions qui sont transverses à plusieurs phases, donc je vais aborder, mais voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, ces 5 phases, cette MGO, beaucoup de choses vont être mises en place simultanément, et donc vous allez voir des choses que je vais expliquer dans une phase qui vont être aussi utiles pour une autre phase. Voilà. Donc commençons avec le premier point, la sécurisation du site. Sécurisation du site. Alors, pourquoi sécuriser le site? Tout d'abord pour protéger les intervenants, nous, les sapeurs-pompiers, éviter le suraccident, voilà, les badauds qui ralentissent pour regarder, ceux qui ne font pas attention à ce qu'il y a devant eux et qui peuvent foncer dans le chantier, dans la zone d'intervention, et limiter bien sûr les risques en cas de problème sur le véhicule accidenté, s'il y a une explosion, un incendie ou autre. Alors comment est-ce qu'on va sécuriser le site? Avec 3 choses, balisage, zonage et protection incendie. On va les passer en revue tout de suite. Donc première chose, le balisage. Alors balisage, il est fait naturellement déjà avec nos gros camions rouges. Nos gros camions rouges bardés de gyrophares et d'éléments réfléchissants, c'est un premier élément de balisage. Cet élément va être complété avec tout le matériel qu'on a dans nos véhicules, notamment les cônes de Lubeck, des triflages, des triangles de présignalisation, des mâts éclairants sur le véhicule secours routier, des personnels qui vont pouvoir faire du balisage avec une lampe quelques centaines de mètres en amont de la zone d'intervention, etc. Bien sûr, le balisage passe par le port du gilet haute visibilité, le GHV, pour les intervenants. Et ce balisage, il va falloir qu'il prenne en compte la topologie, la météo et l'heure de l'intervention. On ne va pas réagir de la même manière si on est en plein jour ou en pleine nuit, s'il fait soleil, qu'il y a du brouillard ou qu'on est en pleine tempête de neige, si on est en plein milieu d'un virage, dans le creux d'une bosse ou dans une ligne droite. Voilà, le balisage va devoir s'adapter. Le zonage, quant à lui. Le zonage, c'est l'action d'organiser le chantier, le site d'intervention, en différentes zones. Son but, c'est de sécuriser les lieux de l'intervention et de permettre un travail plus efficace des différents intervenants. Le positionnement des engins et leurs différentes spécialités vont implicitement réaliser le zonage. On aura souvent, alors ça c'est pas exhaustif, tous les exemples que je vais vous montrer ne sont pas exhaustifs, ils vont devoir s'adapter en fonction de l'intervention bien sûr. On aura souvent une zone tampon qui sera avant l'accident à proprement parler, avec des véhicules lourds et leur balisage, type FPT, VSR, qui vont être là pour absorber un éventuel véhicule qui n'aurait pas vu le balisage et qui foncerait dans la zone d'intervention. Vu que c'est des véhicules lourds, ils vont pouvoir servir de tampon, comme le nom de la zone indique, pour éviter que les personnels derrière soient percutés par la voiture, par le véhicule qui grille le balisage. On a ensuite la zone de travail, c'est la zone aux alentours des véhicules accidentés, ou du véhicule accidenté, autour de laquelle les personnels vont pouvoir, les personnels sapeurs-pompiers, médecins, etc., vont pouvoir graviter et vont travailler. Et on a ensuite la zone de stationnement des véhicules qui sera après l'accident, avec tous les véhicules des intervenants nécessaires, c'est-à-dire les VSAV, la VL infirmière, la VL commandement, le SMUR, la gendarmerie ou autre. Voilà.
Alors si on considère voilà, un accident sur voie bidirectionnelle simple, une départementale par exemple, un accident qui se situe sur la voie qui ne bloque qu'une seule voie. Voilà. Donc les schémas sont pas à l'échelle. On va estimer voilà, que les véhicules sapeurs-pompiers sont partis ensemble de leur caserne et ils arrivent. On a le VSAV qui se gare juste après l'accident pour être à proximité pour pouvoir aller chercher son matériel rapidement, au besoin. La VL commandement, elle, qui peut aller un peu plus loin. On a le VSR qui se place dans la zone tampon, quelques centaines de mètres avant l'accident, hein, pour servir de tampon. Et pourquoi pas un FPT. Et on a aussi un balisage qui est mis en place, voilà, avec des cônes de Lubeck. Alors on voit bien, là ça c'est très important, il y a un bloc net, donc les cônes qui sont disposés de façon à bloquer la voie de circulation d'un net. Hein. Pareil après l'accident, pour éviter qu'une voiture qui double, qu'elle ait un balisage quand même, qu'elle soit au courant qu'il y a quelque chose qui se produit sur cette voie. Mais voilà, voilà comment se situe un balisage en départemental. Alors le FPT qui est situé avant le VSR, c'est parce qu'il est plus lourd, il est plus adapté à effectuer le tampon, hein, avec toute la masse d'eau qui contient, et le VSR, lui, pourra se rapprocher potentiellement de l'accident pour être à disposition, avoir les outils de désincarcération, tout ce qui est nécessaire à la désincarcération, très proche. Voilà. Donc voilà les différentes zones qui vont se créer. On a cette zone tampon, hein, avec les véhicules de balisage, incendie, désincarcération, cette zone de travail, la zone qui contient les véhicules SAP, la zone des véhicules commandement, voilà. Et toute cette zone va former la zone de stationnement. Donc si d'autres intervenants type SMUR ou gendarmerie doivent venir, ils se situeront dans la zone de stationnement. Voilà. Ensuite, on va voir un autre cas de figure, on est sur des voies unidirectionnelles cette fois-ci, type voie rapide, ou 2x2 voies, avec une voie bloquée. Donc là, le positionnement va être relativement similaire, à la différence près que voilà, il n'y aura pas de bloc net et il n'y aura pas besoin de cône à la fin de l'intervention, parce qu'aucune voiture ne peut arriver de l'autre sens. Donc voilà, toujours pareil. Les zones qui se retrouvent et les intervenants supplémentaires qui peuvent s'intégrer au dispositif. Donc bien laisser de la place entre les différents véhicules. Voyons un troisième cas de figure, voie unidirectionnelle, 2 voies bloquées. Donc là, imaginons que les 2 premières voies soient bloquées. Le VSAV qui se gare toujours derrière. Voilà. La VLC, le VSR qui arrive. Et le FPT qui se gare, voilà, VSR FPT se gare de manière à bloquer 2 voies de circulation. Chaque véhicule lourd va bloquer sa propre voie et servir de tampon dans les 2 voies. Comme ça, les 2 voies vont pouvoir être utilisées par les équipages VSAV, des incarcérations, etc. pour travailler autour de l'accident, pour avoir de l'espace. Et on voit que la dernière voie de circulation est libre et peut être utilisée par les véhicules pour continuer à se déplacer. Voilà. Le SMUR et la gendarmerie qui s'intègrent toujours comme avant. Voilà. Alors encore une fois, ça c'est des exemples. Hein. Bien sûr, chaque intervention va avoir ses particularités. Là, on estime que tous les véhicules sapeurs-pompiers arrivent du même centre, donc se déplacent simultanément. On va peut-être réagir différemment si on a un VSAV qui arrive seul, puis les véhicules de balisage qui arrivent 10 minutes plus tard, pourquoi pas. Voilà, chaque situation va être différente, c'est aux équipes de s'adapter. Alors on a plein d'autres placements possibles, hein, notamment dans les ronds-points à 1 ou 2 voies, en fonction de l'accident, s'il est dans la voie centrale ou extérieure. Pareil, les virages, les carrefours, les voies bidirectionnelles, une voie dans un sens, 2 voies dans l'autre sens. Des interventions où le VSAV sera seul, pour cause de manque, plus de moyens disponibles, ou le train de départ a fait que le VSAV est parti seul. Prise en compte des services extérieurs également, hein, bien penser que sur autoroute, il y aura peut-être les sociétés d'autoroute qui pourront venir suppléer le dispositif avec leur propre balisage, leur propre procédure, etc. Voilà. La protection incendie, quant à elle, elle est là, on estime, voilà, dans cette notion de protection incendie, on estime qu'à notre arrivée, les véhicules ne sont pas embrasés. Donc il n'y a pas de risque le feu n'est pas présent, donc si feu il y a, ce sera un feu naissant.
Donc qui dit feu naissant dit moyen moins important nécessaire que si le feu était déjà avéré et avait ravagé une bonne partie de la voiture. Donc cette protection incendie va être renforcée sur les VEA, bien sûr, et si un emballement thermique est détecté sur un VEA, type hausse de la température, crépitement de la batterie, etc., un dégagement d'urgence devrait être réalisé pour extraire la victime du véhicule. Cette protection incendie est très souvent réalisée par un simple extincteur posé à proximité du véhicule, une lance haute pression disponible dans l'USR ou alors une lance établie par le FPT. Deuxième S sur les 5 S, la sécurisation du véhicule. Alors sécurisation du véhicule, super importante, et on a un nouveau moyen mnémotechnique pour ça, les 5 I. 5 I qui correspondent aux initiales d'identifier, inspecter, interdire, immobiliser et isoler. Alors, ces 5 I sont surtout valables pour les véhicules à énergie alternative, vous allez voir. Donc identifier, ça va être le type d'énergie. Bien sûr, on ne va pas réagir de la même manière, véhicule carburation standard ou alternative. On va identifier le modèle du véhicule pour accéder aux fiches Emergency Response Guide, les ERG, donc les fiches créées par le constructeur qui vont nous indiquer comment agir sur le véhicule pour le sécuriser. On va inspecter le véhicule, détecter s'il y a des éventuelles fuites de carburant, batterie endommagée, câble sectionné, airbag déclenché ou non, et réagir en conséquence. On va interdire, c'est-à-dire ne pas toucher aux sources d'énergie, aux vecteurs d'énergie. Je pense notamment aux batteries de traction, aux réservoirs de gaz, réservoirs hydrogène, les vecteurs d'énergie hydrogène, les conduites, les câbles haute tension orange, voilà. Tout ça, on n'y touche pas. Immobiliser, donc couper le contact du véhicule, ça c'est la première chose à faire. Hein. Retirer les clés, les éloigner, hein, parce que les cartes et les nouvelles clés, eh ben, on peut redémarrer la voiture sans brancher la clé dans le véhicule. Mettre le frein de parking, le levier de vitesse, caler et arriver. Tout ça, le calage, on y reviendra ultérieurement. Et isoler, ça va être aussi pour les véhicules à énergie alternative, isoler l'énergie de traction, pourquoi pas en actionnant le service plug. Donc voilà une petite image qui résume tout ce qu'on pourrait avoir à faire. Hein. Mettre les protections d'airbag, si les airbags sont déclenchés ou pas, hein, ça c'est très important. Airbag passager, conducteur, désactiver la batterie, couper le contact et s'occuper des fuites de fluide avec pourquoi pas de l'absorbant. Petit focus sur la mise en sécurité des véhicules à énergie alternative. Donc la phase réflexe pour tous les véhicules, on a coupure de contact, déconnexion batterie 12-24 volts, quel que soit le véhicule. Après, pour les VEA, on aura des phases réfléchies. En consultant les fiches véhicules, savoir si un simple retrait du service plug suffit, si une boucle d'isolement est nécessaire, si une fermeture des vannes est possible et nécessaire, etc. Voilà, donc ça sera la phase réfléchie. Troisième S, le secours à personne. Donc le point central du secours routier. Donc le secours à personne, il va être réalisé en prenant en compte plein de choses. Il va être réalisé en prenant en compte comment on va aborder la victime, on va déterminer l'axe de sortie idéal, on va déterminer les contraintes temporelles liées à ce que nous dit le médecin, liées à l'environnement, etc. Protection de la victime sur les risques environnementaux, hein, je pense notamment aux couvertures, s'il pleut, s'il fait froid, etc. Mais aussi voilà si quelque chose de l'environnement risque d'aggraver la situation. Mais aussi les techniques de désincarcération, si on est en situation de multivictime, laquelle on va prioriser, etc. La position du véhicule, on va pas réagir de la même façon s'il est sur ses 4 roues ou s'il est sur le toit. Voilà, il y a des dizaines de choses à prendre en compte pour le secours à victime. Tout d'abord l'abordage, l'abordage va être l'action d'aborder la victime, donc de s'en approcher, faire le premier contact, pour évaluer rapidement son état et savoir si un dégagement d'urgence est nécessaire. Alors cet abordage, on va le faire, on va se présenter à la victime toujours face à elle, c'est-à-dire si elle est position conducteur, on va se mettre
devant le capot pour qu'elle n'ait pas besoin de tourner la tête pour nous voir. Si elle a besoin de tourner la tête, par exemple, si on se présente à sa vitre, eh ben, elle peut tourner la tête brusquement par réflexe et créer des problèmes au niveau cervical si les cervicales sont endommagées. Donc voilà, toujours parler, donner des consignes à la victime, notamment ne tournez pas la tête, regardez bien en face de vous, on va s'approcher de vous. Questionner pour avoir des informations sur l'accident, savoir la vitesse à laquelle elle roulait par exemple. Établir un bilan d'urgence vitale, savoir ce qu'il faut faire immédiatement. Identifier les plaintes principales, évaluer les accès pour aborder la victime à l'intérieur du véhicule, déterminer si elle est piégée, incarcérée, etc. Et remonter toutes ces informations. Pour faire ça, on va avoir un équipier privilégié, généralement l'équipier VSAV, qui sera l'écureuil. Donc cet équipier va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la voiture, du véhicule, pour effectuer un maintien tête permanent pendant toute la durée de l'intervention, mais aussi servir de relais entre la victime et les équipes de secours. Donc cet écureuil va s'équiper du casque F2 présent dans le VSAV, et il va vraiment avoir un rôle important, un rôle psychologique pour expliquer à la victime tout ce qui va se passer pendant l'intervention. Il va y avoir du bruit, des éclats, de la fumée, etc. Il faut rassurer la victime, et ça va être son rôle, parce qu'il va être à proximité de la victime. Il va pouvoir lui expliquer tout ce que les équipes de secours sont en train de faire à tout moment. Et c'est vraiment très important. Ensuite, les idées de manœuvre. Les idées de manœuvre pour le secours à victime sera définies par le COS, le commandant des opérations de secours, et il fera suite à une concertation entre l'équipe médicale, le chef d'agré du VSAV et le chef d'agré du VSR. Voilà. Donc c'est vraiment l'équipe médicale qui va donner ses priorités, et nous, sapeurs-pompiers, qui allons essayer de réaliser au mieux leurs demandes. Voilà, si la victime est en train de s'enfoncer, qu'elle est dans un état critique, qu'elle ne va pas tenir 30 minutes, et que l'équipe médicale nous demande de la sortir vite, voilà, ça va être aux sapeurs-pompiers de se débrouiller pour la sortir vite. Et également, si on est dans le cadre de plusieurs victimes, ça va être l'équipe médicale qui va dire comment prioriser les victimes, mais également pour définir un accès médical, parce que vu que la désincarcération, tout ça va prendre plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, les équipes médicales vont généralement médicaliser la victime, c'est-à-dire il va leur falloir un accès proche pour poser une voix, etc. Mais également définir l'axe de sortie idéal en concomitance avec les chefs d'agré, et déterminer des techniques de désincarcération, un plan A et un plan B, on y reviendra. Protection de la victime, elle passe par la pose de protection d'airbag, section de la ceinture pour éviter tout déclenchement du prétentionneur et aggraver la situation, la mise en place d'un masque respiratoire type FFP contre les particules lorsqu'on fera de la découpe du vitrage par exemple, on verra ça tout à l'heure, mais aussi avec une couverture ou un drap pour éviter les débris et éventuellement contre le bruit. Le quatrième S, sécurisation des techniques de désincarcération. Alors, la sécurisation des techniques de désincarcération commence par la stabilisation du véhicule. Alors cette stabilisation, comme j'ai expliqué juste avant, dans l'étape de secours à personne, elle doit être aussi réalisée pour sécuriser notamment l'écureuil qui montera à l'intérieur du véhicule. Il ne faut pas qu'il monte dans un véhicule bancal. Donc cette stabilisation va être réalisée par calage primaire et secondaire en fonction de l'état du véhicule. A minima 2 points de calage côté victime, on voit ça sur le schéma au-dessus. En haut à gauche, on a juste un conducteur par exemple, donc on aura un calage 3 points avec 2 points côté victime. En haut à droite, on a conducteur passager par exemple, donc 2 calages de chaque côté, ce qui fait un calage 4 points. Le calage a vraiment pour effet de supprimer les effets des amortisseurs, pour plus que la voiture soit instable, gigote quand quelqu'un monte dedans, etc. Le matériel utilisé pour la stabilisation va avoir des stab packs, des cales de différentes tailles et formes, des cales escaliers, des cales à crémaillère, des étais, une massette, des étais à sangle, les stab fast, qui vont servir tous, avec les techniques que nous, sapeurs-pompiers, connaissons, à stabiliser au mieux le véhicule. Voilà quelques exemples de stabilisation possible. Là, on a une stabilisation 3 points, là, une stabilisation 4 points, une stabilisation VL retournée sur le toit, avec une cale escalier, voilà. Là, on a un stab fast, hop, pour tenir une VL sur le côté, avec calage contre calage, voilà.
Ensuite, on arrive au dégarnissage, phase importante de sécurisation du véhicule. Le dégarnissage va retirer les éléments d'habitacle superflus, généralement là où on envisage de découper, pour accéder à l'acier à proprement parler, à la structure de l'habitacle, et s'assurer que on n'a pas des zones dangereuses, notamment des airbags latéraux, mais également si on n'a pas des zones renforcées où on ne va pas réussir à couper. Voilà. On peut réaliser ça avec un outil ou à la main. Donc vous voyez sur les images, tout ce qui est en rouge, c'est des zones où il y a soit prétentionneur, soit cartouches pyrotechniques d'airbag qui sont dangereux. D'ailleurs, parlons-en des risques pyrotechniques. Donc vous savez tous que dans une voiture, il y a des airbags. Vous savez tous que un airbag, ça peut exploser. C'est une cartouche d'explosifs, généralement, de gaz. On a des airbags maintenant dual stage. Dual stage, ça veut dire qu'ils vont s'adapter en fonction de la vitesse. Si la VL rencontre un mur à 30 km/h, il va y avoir que peut-être 50% de l'airbag qui va se déclencher. Si elle rencontre à 50 km/h, il va peut-être y avoir 100% de l'airbag qui va se déclencher. Donc on voit bien qu'il y a différents niveaux de déclenchement d'airbag, et qui dit différents niveaux de déclenchement d'airbag dit si un niveau a été déclenché, le deuxième peut toujours se déclencher par les équipes de secours par exemple. Donc c'est pour ça qu'on dit un airbag déclenché peut encore être dangereux. C'est pour ça qu'on met des protections airbag même sur airbag déclenché. Ensuite, concernant les airbags, on en a plein maintenant, de plus en plus, sur toutes les nouvelles VL. On a les classiques airbags conducteurs, passagers latéraux, mais on a aussi les airbags capot actifs. C'est les airbags qui vont se déclencher au niveau du capot pour un éventuel piéton renversé. On a les airbags au niveau de la lunette arrière, les airbags anti-sous-marinage, c'est ceux qui vont se déclencher en dessous des fauteuils, au niveau des genoux, pour empêcher la personne de glisser dans son fauteuil. Mais on a aussi ceux entre conducteurs et passagers, et ceux sous le volant pour protéger les genoux en cas d'impact avec les éléments sous le volant. On a également les prétentionneurs qui sont souvent 3 points maintenant. Donc 3 points, le point où on vient clipser sa ceinture, le point à l'opposé de l'autre côté de la hanche, et le dernier point là où vient tirer la ceinture. Donc il y a 3 prétentionneurs par ceinture. Les arceaux pyrotechniques qui eux sont surtout dans les véhicules décapotables, qui sont des arceaux qui vont se grandir pour créer un espace vital de la voiture si jamais elle vient à se retourner. On a aussi les capots actifs, des capots qui se soulèvent pour réagir en plus de l'airbag du capot actif qui se soulève pour venir amortir le choc du piéton renversé. Et ce qu'il faut savoir pour tous ces éléments pyrotechniques, c'est qu'on a une énergie résiduelle au niveau de l'unité de contrôle, parce qu'il y a des gros condensateurs qui sont là, faits pour emmagasiner l'énergie et pouvoir continuer à déclencher les airbags même si tout est coupé, même si la batterie est débranchée. Donc toujours faire attention à ça quand on travaille sur les véhicules. En parlant d'airbag, toujours connaître et respecter la règle des 30-60-90, qui est une règle simple pour se souvenir de la distance à respecter par rapport aux airbags pour éviter tout problème. 30 cm des airbags latéraux et de tous les autres airbags nouvelle génération en général, 60 cm de l'airbag conducteur, 90 cm de l'airbag passager. Voilà, ça fait à peu près ces zones-là. Donc bien sûr, ça c'est dans autant que faire se peut. Si on ne peut pas rester à 90 cm de l'airbag passager, ben voilà, on fait comme on peut, mais on prend toutes les précautions. Le marquage, quant à lui, en SR, va nous permettre de dessiner sur les véhicules, les véhicules accidentés, déjà les symboles liés aux énergies utilisées par les véhicules. Si on a 3 véhicules et un qui est électrique, on sait qu'il y a des risques supplémentaires et il faut que toute l'équipe de désincarcération soit au courant, et pour ne pas l'oublier, on va le noter. Pareil pour les découpes. Lorsque les découpes sont envisagées, on peut les noter en marquant sur les montants des véhicules les endroits où il ne faut pas couper parce qu'on a détecté un airbag, une zone renforcée, etc. Et la zone où il faut couper parce qu'on a détecté que c'était à cet endroit-là qu'on pouvait couper. Voilà.
Et je voulais parler aussi des innovations structurelles. Alors les innovations structurelles, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est les voitures qui vont de plus en plus dans une technique de zone de déformation programmée, c'est-à-dire tout ce qui est en rouge, jaune, orange, là, c'est les aciers très haute performance, très haute résistance, qui sont faits pour ne pas ou peu plier, pour conserver un espace vital au sein de l'habitacle, l'espace, la cellule de survie, ce qu'on appelle, pour que les personnes à bord soient pas, leur cellule de survie ne soit pas diminuée. Par contre, tout ce qui est bleu, vert, bleu, cyan, etc., sont des zones de déformation programmée qui vont pouvoir se déformer. On le voit dans le schéma, dans la simulation en dessous. Les zones qui se déforment dans le véhicule sont toutes ces zones de déformation programmée qui vont emmagasiner l'énergie et permettre de diminuer l'intensité du choc pour les personnes à bord. La gestion des vitrages, tant qu'à elle, est très importante parce que avant toute découpe et toute opération de désincarcération, donc on va utiliser des pinces, des cisailles, des écarteurs, etc., on va déformer l'habitacle. Et l'habitacle, lui qui est fait en acier, peut se déformer, par contre les vitrages qui sont en verre ne peuvent pas se déformer, ils vont casser. Pour éviter qu'ils cassent et que ça en mette partout et que ça soit dangereux, on va les déposer et les gérer, c'est-à-dire qu'on va utiliser du film plastique pour les couvrir et casser nous-mêmes le vitrage ou le découper, et le film plastique va retenir tous les petits débris. Bon, bien sûr, il y en aura toujours qui tomberont un peu, mais beaucoup moins. Il faut savoir que cette opération va créer des poussières de silice, quand on découpe du verre. Ces poussières de silice peuvent être toxiques pour les poumons et pour les yeux des intervenants, donc toujours visière, protection respiratoire, etc. On a aussi des risques mécaniques, on va utiliser des scies pour découper les vitrages par exemple, donc faire très attention, mais aussi les petits débris de vitrage qui peuvent toujours couper, donc faire bien soin de nettoyer tout ce qui est relatif au vitrage. Voilà, donc ne pas hésiter à protéger la victime avec couverture, ça j'ai déjà dit, masque type FFP, lunettes visière, et bien sûr les EPI, même pour l'écureuil, parce que lui aussi va être un peu en danger. La protection des découpes, quant à elle, c'est quand on va sectionner des montants ou des éléments métalliques de carrosserie, ils vont exposer des pointes saillantes, des éléments de saillante au sein de la voiture. Donc on a des protections spécifiques pour ça, pour couvrir les montants, pour couvrir les zones découpées, qui vont devoir être utilisées pour éviter qu'un personnel ou que la victime se raccroche dessus et se blesse. Et bien sûr, on a plein d'autres risques liés au véhicule. Je pense notamment aux liquides réfrigérants de climatisation qui sont toxiques, qui sont corrosifs au contact de la peau, qui peuvent être dont les émanations peuvent être toxiques, des huiles chaudes, l'huile du véhicule qui est généralement à 90 degrés, voilà, si on se le prend, si elle coule sur un intervenant, c'est dangereux. Les supercondensateurs présents dans les véhicules start and stop, qui emmagasinent l'énergie, qui peuvent toujours être un risque. Tous les risques bien sûr liés aux véhicules à énergie alternative, la marchandise transportée dans le véhicule, ça peut être du simple particulier qui va faire ses courses, à celui qui est allé chercher une bouteille de gaz, à la petite camionnette qui transporte des éléments radioactifs d'un hôpital à un autre pour la médecine. Voilà, tout ça c'est des dizaines de risques qu'il y a à prendre en compte, et là on parle même pas des véhicules type transport de matières dangereuses et autres qui seront abordés dans un autre cours. Dernière phase, la 5e S, la sortie de la victime. Alors cette sortie de victime, elle va être, le choix de la sortie va être conditionné par déjà l'état de la victime, j'ai fait que de le répéter, mais aussi son positionnement dans le véhicule. On essaiera au maximum de respecter une sortie suivant l'axe tête-coutron, donc généralement une sortie arrière. Voilà. Une sortie d'urgence doit à tout moment être envisagée en fonction de l'état de la victime. Donc là vous avez les différences sur les images, les différents angles et les noms donnés aux différentes sorties. Arrière, oblique, latéral. Alors, les critères de choix pour cette sortie, ça va déjà être le niveau d'incarcération, forcément, une victime piégée ou incarcérée, mais aussi sa position dans le véhicule et la position de son corps,
si la victime est totalement retournée ou pas, les informations liées au véhicule bien évidemment, mais également le temps disponible par rapport au site. Imaginons que la voiture ait percuté une borne gaz et qu'il y ait une fuite de gaz au même moment, mais aussi s'il y a une détresse vitale ou pas, et bien sûr priorité à l'équipe médicale, c'est l'équipe médicale qui décide en combien de temps la victime doit être sortie. Très généralement, l'équipe médicale va vouloir que la victime soit sortie le plus rapidement possible. Et en fonction aussi du matériel disponible, imaginons qu'on ait un petit véhicule de secours routier léger avec des outils peu puissants et qu'on attende un véhicule d'appui secours routier avec beaucoup plus de matériel. Voilà, ça va aussi conditionner quel type de sortie on va effectuer. Toujours se rappeler qu'un plan B doit être prévu par le COS, un plan de secours, si jamais l'état de la victime se dégrade, s'il y a une évolution de l'état et qu'il faut changer de plan et aller plus rapidement. On va continuer avec la nomenclature du NVEL, donc quelques mots-clés pour identifier un véhicule. Voilà, on a les zones à déformation programmée, donc j'ai déjà parlé, les bas de caisse. Le pavillon, c'est le toit finalement, nous on appelle ça le pavillon. Le haillon, c'est l'arrière. Et on a les montants A, B, C. Le montant A au niveau du pare-brise, le montant B qui fait la jonction entre les portières et le montant C qui est au niveau du coffre. Voilà, donc ça c'est des termes à se souvenir parce qu'ils sont souvent utilisés par les différents intervenants dans une opération de désincarcération. Alors les techniques de désincarcération, à proprement parler, on a de nombreuses situations en fonction du type de VL, du positionnement de la victime, etc. Et pour chaque situation, on connaît, nous, sapeurs-pompiers, de nombreuses techniques de désincarcération qui existent. Pavillon, demi-pavillon, etc. Chacune permet soit d'augmenter l'espace vital de la victime, soit de préparer sa sortie, soit de la libérer, de la désincarcérer, etc. Donc tout ça, vu que ça va faire l'objet de pas mal de connaissances supplémentaires, je vais décider de le déporter dans un cours qui sera dédié à ça. Et parce que ce cours sur la MGO-SR commence déjà à être un peu long. Donc voilà, on l'abordera dans un cours dédié. Donc on va s'arrêter là pour la MGO-SR et on va conclure. Conclure tout d'abord parce que la MGO-SR, si on résume, c'est quelque chose qui doit être connu par tout sapeur-pompier, même s'il n'a pas de véhicule secours routier dans son centre par exemple, pour assurer à la fois la protection des intervenants et de la victime. Alors, il y a une phrase que j'aime bien, du docteur Norman Maxwell, c'est « La victime a une mauvaise journée. Les sauveteurs n'ont pas le droit d'avoir eux aussi une mauvaise journée. » Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, ce que j'aimerais que vous soyez sensibilisés, c'est que les véhicules sont en perpétuelle innovation et les sapeurs-pompiers doivent toujours rester à jour vis-à-vis de ces innovations. Ils doivent connaître les nouveaux risques et comment se protéger contre ces nouveaux risques. On a vu il y a une dizaine d'années, ça a été l'arrivée des véhicules à énergie alternative, qui sont en train de plus en plus de se démocratiser, mais d'ici 10 ans, on aura la démocratisation des véhicules autonomes qui apporteront de nouveaux risques, et il faudra qu'on s'adapte à ces nouveaux risques. Et finalement, j'aimerais un peu vous sensibiliser, se souvenir qu'un AVP rassemble à la fois différents acteurs, forces de l'ordre, équipe médicale, société d'autoroute, des dépanneurs, pourquoi pas un hélicoptère, etc. Et il va vraiment falloir savoir-être et savoir-vivre sur ces interventions parce que il en va vraiment du respect de votre uniforme, du respect de la mentalité des sapeurs-pompiers, et les interventions de type secours routier sont celles où il y a le plus souvent des photos, des vidéos de prise mises sur les réseaux sociaux, etc. Donc il faut vraiment savoir se tenir dans ce type d'intervention. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour la MGO-SR. Merci de votre attention. Donc, d'autres cours vont suivre sur le secours routier. Je vous invite déjà à suivre celui sur la biomécanique des AVP, qui apporte pas mal de connaissances complémentaires à ce cours. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, je lui ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des idées de sujets à aborder également, vous pouvez m'en faire part et que je fasse des cours dédiés. Voilà, je vous remercie. Au revoir.